Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir, l'honneur, vraiment, je suis super content de recevoir aujourd'hui Frédéric Delavier. Salut Fred. Salut. Alors Frédéric Delavier, je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on est sur un site de psychologie, donc tu n'es pas forcément encore super connu sur tout ce qui est psychologie, même si, on va en parler, tu as publié récemment un livre qui est carrément un livre de développement personnel qui s'appelle L'éveil des consciences, on va en reparler. Mais tu es surtout connu à la base dans le bodybuilding, la musculation et tous tes travaux sur la biomécanique. Corrige-moi si j'emploie pas les bons mots. Ouais, l'anatomie, biomécanique. L'anatomie, ouais. On dit que tu dessines comme Léonard de Vinci, c'est-à-dire que tu dessines les muscles à la perfection, le corps humain, même le corps des animaux. J'ai vu sur ton Instagram, tu dessines des chevaux, la musculature. J'ai l'impression que tu as une admiration pour le corps humain, c'est ça? Non, j'ai surtout une interrogation qui me pousse à dessiner, à essayer de comprendre la nature. Donc, je suis plutôt on va dire un scientifique ou un ingénieur dans l'âme qui utilise le dessin comme un outil. Je dessine pas, à la base, je dessinais pas pour m'exprimer, sauf quand j'étais petit. J'ai dessiné avec mes professeurs pendus, découpés dans tous les sens, je n'aimais pas l'école, comme tous les enfants qui n'aiment pas l'école. Mais je dessine surtout parce que d'abord, ça me calme. C'est un travail de concentration qui te permet de penser à autre chose tout en utilisant la main. On arrive à couper le cerveau en deux, réfléchir en dessinant. Ouais. Et c'est comme les mecs qui pêchent, hein, c'est de l'hyperfocalisation. Je vais montrer en même temps les dessins. Qui permet de réfléchir et de te calmer quand tu es un peu nerveux. Et ça me permet aussi de comprendre justement en dessinant. Là on a des exemples de dessins justement dans un bouquin de musculation. Aussi dans le livre L'éveil des consciences, tu vois. Ouais, il y en a plein sur les... Et ça permet le dessin me permet de comprendre le monde. Ici là on a donc un singe. Et il y a plein de dessins, c'est juste... Enfin, c'est incroyable. On va pas parler de dessin bien sûr dans cette interview, mais c'est pour montrer un petit peu à la caméra. Des articles sur le lancer, j'explique que l'homme est un animal, on va dire, un prédateur qui tue à distance et qui est conformé, une sélection naturelle, pour en fin de compte avoir des rotations et lancer des objets percutants qui vont blesser et tuer. Le seul prédateur, il y a aussi un autre poisson qui fait ça, encore qui ne tue pas puisqu'il fait plutôt tomber les proies dans l'eau. On est le seul prédateur à être programmé pour tuer et blesser à distance. D'accord, alors je vais juste expliquer un petit peu, j'ai pris quelques notes, donc là je vais regarder sur l'ordinateur qui est juste devant moi, juste pour montrer ce que tu as fait aux personnes qui ne te connaîtraient pas et juste pour faire un petit peu un listing de différentes choses que tu as fait. Donc tu as étudié la morphologie aux Beaux-Arts, c'est là j'imagine que tu as le plus dessiné. Tu as fait de la recherche d'anatomie comparée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, des reconstitutions scientifiques en paléontologie, avec des publications scientifiques. On a fait 2 fois la couverture d'American Paléontologie. Donc ça c'est un journal scientifique aux États-Unis. C'était en ischiologie. Alors, ischiologie, je sais non, c'est l'étude des poissons fossiles. D'accord. Donc, je connaissais, à vrai dire, l'histoire, c'est que je connais la mentalité des Américains. Et j'avais dit à mon pote qui faisait les articles, qui était un postdoc, je crois, à l'époque, je dis, moi, je te fais passer en couverture, je sais ce que veulent les Américains. Ils veulent un article correct et surtout un très beau dessin pour pouvoir vendre leur revue. Parce que pour la couverture, ça. C'est bankable. Ouais. Donc, je te fais des beaux dessins, tu vas voir, ils vont tous être jaloux au muséum. C'est ce qui s'est passé et ça a généré chez lui d'ailleurs le début d'une carrière importante. Après, il a été à la télévision, FR3, il a fait des magazines, je lui dis strike pour le plaisir, parce que c'était trop lourd, ça ne m'intéresse pas trop les poissons. Ouais. Et donc, on a fait des couvertures en paléontologie. Tu vois. D'accord, alors après... Ce qui a énervé tout le monde, ils ont été jaloux de lui après, on est en France. On va reparler de tout ça justement, on va orienter l'interview, je le dis pour ceux qui regardent, sur la valeur de la liberté, on va creuser là-dessus. Tu n'as pas fait que dessiner, tu es vice-champion de France de powerlifting. Alors powerlifting, c'est les gars qui soulèvent super lourd. Voilà. En 1988, donc ça date. Oui, ça date, hein, mais vice-champion de France quand même. Bah ouais. Incroyable, c'est-à-dire que tu dessines, tu as un intellect développé, le sport aussi. Ouais. Donc déjà, on est en train de passer différents types d'intelligence. Où t'excelles quoi. À un niveau en tout cas, vice-champion de France, c'est pas bon. C'est ce que je pensais dans la rue, je dis merde, je suis bon dans beaucoup de domaines, mais rassurez-vous, j'ai aussi nul dans de nombreux domaines. Il y a des domaines où je suis incapable de fonctionner. Par exemple, les langues étrangères, je suis incapable, je comprends la structure des grammaires, je comprends l'histoire des langues, je comprends comment les sons évoluent, comment l'homme est devenu ce qu'il est, comment le verbe est apparu, je comprends les fonctionnements, les codes, mais je suis incapable de les appliquer. Donc ça me pose un problème, langue étrangère nulle, mathématiques je comprends, incapable d'appliquer les mathématiques, donc je peux énoncer des règles mais je ne peux pas les utiliser. D'accord, c'est intéressant.
De toute façon, c'est toujours la vie, c'est une balance, voilà, un équilibre. J'ai quand même des limites, Ouais. j'ai quand même de grosses limites, si tu veux. Mais on va dire qu'on a compensé. J'ai surtout un cerveau analogique. Ouais. Comme je dis à tout le monde, Analytique. analogique. C'est-à-dire je prends un truc d'un côté, ah, ça fonctionne là, donc ça doit être le même système. D'accord. Et j'ai une énorme banque de données dans le cerveau qui me permet, en fin de compte, d'être particulièrement efficace. Et c'est assez incroyable quand on voit Ouais. tout ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors du coup, tu es expert en biomécanique, on l'a dit, tu es auteur à succès. Alors j'ai mis d'une dizaine de livres, mais il y en a plus, j'ai l'impression. Il y a combien de bouquins qui Bon, sont sortis? j'en sais rien. Moi, ça me... Toi, tu sais pas? En anatomie, j'en sais rien, il y en a plein. C'est incroyable. Et t'as Mais j'ai un bon collaborateur. Hein. Je travaille avec Gundil, Gundil, j'ai ouais. travaillé avec Clémenceau. Donc j'ai deux gars qui, alors Clémenceau c'était avant, moi maintenant, j'étais un mec très très bien, c'était l'entraîneur des stars, mais un mec comme ça. Ouais. Et j'ai mon pote Gundil, qui est mon ami, hein, que je connais depuis 25 ans quasiment, j'ai calculé, je crois que ça doit faire 27 ans. Et avec qui je travaille, c'est un plaisir. Tu as aussi un best-seller, je l'ai... Non, c'est même pas celui-là, c'est les mouvements de musculation, c'est un autre livre. Best-seller mondial, je sais même pas ce que ça veut dire best-seller mondial. Parce qu'on est best-seller en France à 10 000 exemplaires, mais alors... Non mais des bêtes, ça veut rien dire. Non, mais on va dire que je fais partie des mecs qui vendent plusieurs millions de livres. Ouais, millions. Millions, voilà. Je suis Ah ouais. pas. Non, le but c'est plusieurs dizaines de millions de livres. Ouais. Comme ça, c'est plus tes casinos tous les soirs, tu vois. Non, c'est pas mon but, mais donc j'ai quand même, on va dire que je dépasse les 5 millions, je pense maintenant. À un certain moment, on compte plus, donc. Bah oui, tu m'étonnes. Donc c'est bien. Donc, mais c'est sur les années, donc en vérité, je commence à être assez vieux, puisque j'ai 52 ans, donc l'âge, c'est pas dans la tête, hein, c'est réel. Donc j'ai fait beaucoup de livres. J'ai commencé pas jeune, puisque j'ai été pauvre très longtemps. Et j'ai commencé à marcher bien vers 33 ans, 32, 33 ans. Ah bah, Voilà. j'y arrive. Voilà. Et donc aujourd'hui, tu fais beaucoup de petites vidéos sur YouTube. Et maintenant, je suis devenu un Ouais, youtubeur. un youtubeur, j'ai vu presque 1000 vidéos t'es rendu là sur ta chaîne. Je fais Ouais, tout à l'heure, c'est pour ça que 960 voilà, et quelques, ouais. c'est une chaîne qui marche bien parce que on pioche dedans de l'information. C'est-à-dire que les gens vont, ah, je veux savoir ça sur ci. Alors on m'accuse de parler de tous les domaines, on reste dans ton domaine. Sauf que malheureusement, tu veux, non, c'est pas ça, c'est que tout fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que ce sont les relations énergétiques qui régissent le monde, que ce soit en économie, en relations amoureuses, en camaraderie. Si tu m'as invité par exemple, c'est pour avoir de la visibilité. Tu me trouves sympa aussi parce que je t'ai apporté Je pas te mal suis de depuis trucs. 10 sûrement. ans aussi Mais c'est aussi que tu te dis, ça va booster mon site. Mon site me permet de transvaser, en fin de compte, de donner de l'information à des gens qui, s'ils le trouvent utile, me le rendront en énergie que je pourrai utiliser pour manger, me déplacer, me reposer en allant en vacances et éventuellement, si je suis hétéro, attirer de la femelle pour baiser et me reproduire. Donc, Alors, tout est énergie. Frédéric a un vocabulaire très cru. Parce que les gens sont pas forcément habitués à entendre baiser comme ça, mais... Oui, mais à la base, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est la vérité, il y a des Besoin de pulsions, elle a un beau reproduction, cul, elle est belle, oh, elle me plaît. Bon, en vérité, c'est la nature qui te pratique, qui l'a programmée on pour est la trouver programmé belle, comme ça. pour continuer la vie et continuer à accueillir, en fin de compte, l'âme du monde en toi, la conscience. Alors moi j'ai une question avant de passer sur cette définition de la liberté et ce qui va nous intéresser dans cette interview, c'est pourquoi est-ce que tu en fais autant et pourquoi toujours plus? On a l'impression que tu pourrais t'arrêter, tu aurais pu t'arrêter il y a 10 ans peut-être. Pourquoi tu veux toujours plus? Pourquoi est-ce que tu sors ce bouquin-là? Pourquoi tu le réédites? Pourquoi? Alors, en tant qu'animal social, de toute façon les hommes ont toujours été comme ça, ils sont programmés pour aider. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour bouffer sur le monde, pour prendre au monde, mais ils sont aussi programmés pour restituer au monde. C'est-à-dire que notre société, notre espèce, parce qu'il y a des espèces qui vivent solitaires, mais notre espèce est une espèce qui ne survit en fin de compte que par l'association des individus et l'entraide. L'entraide. Ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Ce qu'on a tendance à oublier, mais un homme ne survit pas seul, un homme dans la nature est mort, tu vois. Bien sûr. Et quand un mec me dit, moi, je vais partir dans la montagne, je vais survivre, non, tu vas pas survivre parce que tu es tout seul en montagne, tu vas survivre parce que tu as une boussole, tu as une hache que je sais pas moi, des paquis ont fait pas cher, tu as eu une couette qui a été faite par des petits Chinois, avec je sais pas moi, du coton qui vient du Bangladesh. Non, c'est une association des êtres humains entre eux qui fait que tu survis tout seul en montagne. Ouais. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un ours au Kamchatka, tu vois, c'est tout seul et qui sort que pour se reproduire, tu vois. Ouais. Non, c'est pas la même chose. Donc les hommes dépendent les uns des autres et on a une programmation en nous d'aide, c'est-à-dire que quand on aide, on est heureux. D'accord. Tu vois, si tu n'aides pas, t'es mal, tu souffres.
L'homme est fait pour se relier à l'autre, pour pouvoir survivre et pour aider les autres, il en éprouve un plaisir. Autrement, il n'irait pas. Tu vois. Donc le sacrifice est aussi un plaisir quelque part. Donc on est programmé pour aider l'autre parce que la survie de notre groupe dépend de l'entraide des individus entre eux. Donc, et comme le groupe est le garant de la survie de l'individu, en fin de compte, la boucle est bouclée. Tu fais ça pour les autres, mais en vérité, tu le fais pour toi. D'accord. Et tu vois, c'est tout simple. Bien sûr. Et les petits bébés sont programmés pour aider. Tu sais, il y a des tests américains, ils font tomber un truc par terre, le petit, il vient, il le donne, heureux. Parce que c'est une programmation. Le petit qui ne donnera pas, il va se faire ostraciser, personne ne voudra lui, il va finir dans un coin et il va mourir. Ça veut dire que même avant la naissance de la conscience chez l'enfant, au sens il sait qui il est et il sait ce qu'il fait, Voilà. déjà inconsciemment, ce que tu appelles programmation, il est inconsciemment compétent pour aider les gens. Voilà, pour aider. Et pour prendre aussi. Oui, parce qu'il va pleurer pour manger. Voilà. Etc. Voilà. Ah oui, au début, c'est l'histoire de l'homme. Hein. C'est quand t'es petit, t'as un estomac qui prend au monde, tu vois. À ta maman, tu têtes le sein, t'attires l'attention. Tu prends, et tu après prends, et après, on va dire, tu prends au monde, après tu es un prédateur qui va d'abord à ta maman, ensuite sur le monde, tu prends l'énergie pour grandir, tu sais, c'est ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est tout simplement la volonté d'accumulation énergétique de la jeunesse et de l'homme en pleine force. Et après, progressivement, quand tu vois que ton temps est compté, quand tu prends conscience de ta finitude, tu redonnes avant de mourir pour que la vie continue. Tel est l'homme. Mais nous sommes programmés pour ça. C'est super intéressant. Ainsi parlait Cheikh de Lavier. Et c'est super intéressant. Et le sous-titre de ton livre, donc l'éveil des consciences, c'est comment devenir un homme libre. Alors un homme ou une femme libre. Oui, c'est un homme. C'est un homme avec un H. C'est un homme. Oui, il n'a même pas de H. Oh, aussi, non, il y en a pas. Parce que c'est en capital. Mais voilà. bon. Et puis mon livre est lu essentiellement par les hommes, bien que j'ai beaucoup de jeunes femmes qui sont venues me voir en disant qu'elles aimaient bien mon livre. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme libre? Qu'est-ce que c'est que la liberté pour toi? Et justement, tu parlais d'entraide. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Alors, il y a deux choses. La première liberté, c'est de prendre conscience, en fin de compte, qu'on n'est que des programmations. C'est-à-dire que je ne suis que des réactions automatiques à ce que m'envoie le monde. Et là, on est un peu effondré, on dit merde, ce que je croyais venir de moi ne vient pas de moi, et rien ne vient de moi. Si tu veux, ce que j'explique tout le temps, c'est qu'on est la mémoire génétique de notre lignée. D'accord. L'héritage génétique. Donc l'héritage, donc les comportements et les particularités physiologiques qui les ont fait survivre dans un certain milieu, qui s'est conservé en nous, qui nous permet en fin de compte d'être un petit bébé qui est censé être viable, et, vivre, tu vois. Et ensuite, on est notre éducation, notre programmation au monde, notre éducation et notre confrontation au monde, notre éducation étant une confrontation au monde aussi, tu vois, qui, en fin de compte, génère chez nous des réflexes automatiques, des réflexes conditionnés, qui vont faire qu'on va réagir comme ci ou comme ça, en fonction de ce que l'on aura vécu précédemment. Donc tu te seras brûlé, hop, tu ne mettras plus ta main, tu auras bouffé, tu as programmé un truc dégueulasse, tu vas pas, la seconde fois, tu ne pourras pas bouffer. Et tout ça crée en fin de compte des réseaux neuronaux qui génèrent des réflexes conditionnés au monde, ce qui fait que ce que tu as déjà vécu te programme pour réagir plus rapidement aux confrontations similaires que tu vas avoir. Donc en fin de compte, tu n'es que des réactions automatiques. Quand tu vois ça, tu dis merde, je ne suis rien. Qui plus est, comme je dis toujours, nos pensées, nous pensons être ma liberté de penser, par exemple, c'est la chanson qu'on s'appelle ma liberté de penser. C'est quand les impôts ils sont tombés dessus. Oui, mais c'était une réponse. C'est parti en Patagonie. Oui. Puis il avait raison, de toute façon. Puis il avait sa femme là-bas, puis il continue à bosser ici, l'Internet, on s'en fout, c'est bien. Mais ta liberté de penser, en fin de compte, l'as-tu réellement, puisque tes pensées, je crois que c'était Goethe qui l'avait déjà noté, surviennent sans que tu puisses en contrôler l'avenue. Elles surviennent automatiquement à ce que tu reçois par tes sens du monde. Le corps faisant partie de ton monde. Il n'y a pas de préconscience. Voilà. En vérité, il n'y a pas d'arrêt entre ton corps et le monde. C'est une vision de l'esprit, mais en vérité, ce que tu reçois du monde génère des automatismes de pensée et d'action. Donc ce que tu crois être ta pensée est en vérité la pensée
du monde Mhm. en toi, mais de ta situation spatiale et temporelle propre. C'est-à-dire qu'il n'y a, en fin de compte, tu n'es qu'une conscience de l'ensemble du monde. Et quand tu es méchant avec quelqu'un, gratuitement, à titre individuel, non, tu es méchant avec l'autre. Si tu te considères comme un individu divin comme le Christ, ou comme Jacques Delavier, tu es, ou comme Bouddha, je ne sais pas, Comme Moïse, ou comme Moïse, Mahomet. ou Mohamed, tu es, en fin de compte, la pensée de Dieu. Puisque, comme Mohamed parlait, C'était Dieu qui s'exprimait. c'était Dieu qui s'exprimait par l'ange Gabriel, et ensuite par Dieu, puisque l'ange Gabriel est censé ne pas avoir de personnalité réellement. C'est-à-dire il n'est que ce que Dieu veut qu'il soit. Donc si on enlève les notions religieuses de Dieu ou autres et qu'on part plus sur le monde qui nous entoure, Le c'est comme monde, si c'est on- Dieu. c'est comme si on était... Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Après, chacun l'appelle comme il veut, en fait. Voilà. Et ça voudrait dire que notre vécu, notre hérédité serait un filtre un peu du monde et qu'on rebalancerait... Notre hérédité, ce qu'on a. notre hérédité est une adaptation au monde. Ouais, En réalité, c'est un codage génétique qui permet de créer une structure adaptée à un monde tout le temps en mouvement, donc qui change, pour pouvoir recevoir l'âme du monde, d'accord. l'âme de Dieu. Et alors, maintenant qu'on a vu tout ça, donc on était juste une Alors la programmation. liberté, alors Voilà. ça c'est la liberté. Qui suis-je en fait? Alors ça c'est la qui suis-je. Ça c'est quand tu comprends ça, tu peux te sortir de certaines programmations qui ne sont plus adaptées au nouveau monde. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient intéressant, tu vois. Mhm. Alors, C'est ça. La jalousie n'est pas mauvaise en soi, puisqu'elle te permet de récupérer l'énergie d'un autre pour toi survivre. Mais si tu prends trop, tu détruis le monde, tu finis par te détruire. est-ce que tu peux donner un exemple sur cette idée de jalousie et de dire, voilà, je peux, du coup, grâce à quelque chose qui serait très négatif en apparence, ou du moins pour la société, on dit quelqu'un qui est jaloux, qui est envieux, c'est nul, toi de dire, bah non, en fait, la jalousie, c'est quelque chose qui va me permettre d'évoluer vers ma liberté. Est-ce que tu auras un exemple là-dessus? Ah non, Comportement social. la jalousie peut devenir quelque chose qui fait que tu te détruis, parce que tu veux ce que l'autre a, sans avoir la capacité Mhm. de le gérer ou même de le prendre. Alors comment tu retournes Tu retournes le truc en prenant conscience de ce que tu es, de tes capacités. Mhm. Et à ce moment, tu te dis, ben, je ne suis que, en fin de compte, l'âme du monde, l'âme de Dieu, dans un corps qui a cette capacité, qui a ces possibilités, c'est le connais-toi toi-même. Mhm. Et ainsi, je vais faire ce que je désire de plus profond de moi. Faire ce que tous les hommes désirent en vérité, c'est vivre, expérimenter la vie, s'insérer dans un groupe social et en vérité aimer et être aimé. Oui, bien sûr. C'est la base de tout. C'est prendre sa vieille maman dans les bras, être avec une femme que l'on aime et, je sais pas, moi, bien la baiser, lui faire un bisou dans l'arrière, je t'aime ma chérie. La mettre en sécurité La aussi. mettre en sécurité, voir ses enfants en sécurité, s'épanouir en jouant l'été dans un lac berlinois, je ne sais pas, tu vois. C'est ça, c'est des trucs très simples, tu vois, la véritable liberté. liberté, le bonheur. Alors, la liberté, alors, au niveau sociologique actuellement, pour les Français, je dirais, la liberté, en fin de compte, c'est de se sortir de toute cette prison hiérarchique qui fait que tu ne vis pas comme tu voudrais réellement vivre et que tu es utilisé par des hommes qui ne comprennent pas qu'ils sont l'âme de Dieu ou l'âme du monde et qui t'utilisent comme un esclave. La vraie liberté, en fin de compte, c'est de ne pas c'est ne pas se soumettre aux hommes, donc s'extraire de la hiérarchie, D'accord. mais de ne pas soumettre les autres aussi. C'est très dur. Et de vivre par l'échange plus que par la prédation. On va y arriver, Ouais. mais c'est un long chemin sur lequel c'est un long chemin qui va mener à ça. Et l'humanité chemine vers ça. Donc la première étape, prendre conscience qu'on est un ensemble d'automatismes dans un corps humain. Ensuite, en comprenant ça, on va travailler ses capacités pour progresser et Voilà. s'extraire Et de s'extraire, l'hierarchie voilà. pour créer la sienne, mais dans une dynamique d'échange Voilà. et pas juste de je prends. Et, Voilà. C'est ce qu'avait un peu montré Ron Hubbard et la dianétique, en vérité. c'est la scientologie, ça. Scientologie, alors c'est très sympa au début, c'est moins sympa quand ils commencent à te demander de l'argent. Ouais. Mais si tu veux, c'est basé sur une structure, un peu, c'est des programmes, ils appelaient des engrammes, des programmes. En fait, quand lui, il parlait des réflexes conditionnés. Quand Ouais, mais il y a tout un délire avec les Après, extraterrestres, oui, un bon, peu ça. bizarre. Mais la base, c'était ça. Quand tu lis les 100 premières bases, c'est ça. Ah merde, c'est vrai que c'est ça.
Bon, après... Oui, il a pris un truc fondé et il a puis pris un truc dévié en fondé. sec, quoi. Alors je crois que c'est même pas lui qui l'a dévié en sec, c'est les mecs qui ont récupéré derrière qui l'ont dévié en sec. D'accord, ouais. C'est toujours comme ça, et des petits malins qui récupèrent des bons trucs pour se faire de l'argent facile. Oui, bien sûr. Ouais. Alors du coup, il y a une vérité qui transparaît de tout ce que tu me dis là, c'est qu'on n'est pas tous égaux. On a un peu une image de bisounours dans le développement personnel, on l'entend tout le temps. On est tous égaux. Non, on est différents, voire complémentaires. Ouais, on est différents, voire complémentaires. Et est-ce que tu penses du coup que chaque individu peut réussir et peut devenir libre, ou est-ce qu'il va y avoir des personnes qui de toute façon génétiquement de base, parce que moi je te prends un exemple, hein, vraiment un exemple extrême, Stephen Hawking. Quand il est né, on pouvait se dire, lui il n'a pas eu de chance, il va pas forcément être libre. Et vu la vie qu'il a eue, je pense que ça a été Il est malheureux, il est un peu méchant. Bah, il est mort aujourd'hui. Mais... Ouais, non, il était malheureux, il est un peu méchant. Ouais. Ouais, il est un peu négatif. Parce qu'il avait une femme, des enfants. Il avait une femme. Ouais, mais il avait, je voyais, il était tout le temps, il voyait toujours la bouteille à moitié vide. Ouais. Ça pose un problème, les dangers de l'IA, les trucs et machins, tu vois. On sent qu'il a un lourd passif à cause de sa maladie, il n'avait pas réussi à s'extraire totalement de la... J'ai pris le cas extrême. Hein, voilà, ouais. Hawkins, c'est aussi un truc un peu à part. Alors si on prend plutôt l'exemple des personnes qui nous regardent, généralement c'est des personnes qui sont pas bien dans leur vie parce qu'elles se sentent enfermées dans une prison dorée, une routine quotidienne, un travail salarié ou quoi que ce soit, qui ont envie de s'extraire, mais qui par la pression sociale sont assommées, on va dire. Et on le voit avec les gilets jaunes, on voit tout ça, des gens qui gagnent 1 200 € par mois, qui peuvent même pas payer la fin du mois. Donc comment s'extraire d'un moule si on peut même pas peindre les contours, tu vois? Je veux dire, comment est-ce que je fais pour sortir? Est-ce que c'est possible pour ces gens qui sont au fond du trou, qui sont en dépression, de sortir de là? Ah bah oui, il faut recréer déjà ce qu'ils font, ils ont créé du lien. Créer du lien. C'est vraiment tout est basé sur l'échange. Attends, déjà, quand tu as des gilets jaunes qui se mettent à un rond-point, font le café et se battent ensemble, dans le combat, ils sont libres, si tu veux. Ils se battent pour leur liberté. Ouais. Les mecs, ça y est, ils sont plus esclaves. Tu vois? Symboliquement, sur ce moment-là, oui. Ah, et sur ce moment-là, ouais, c'est déjà... Parce qu'après, le lundi, il retourne. Ouais, mais le lundi, il retourne pour bouffer. Mais après, ils ont tout le temps le moyen de s'associer, du non, moi je refuse ça. Sachant que la plupart du temps, leurs patrons sont des esclaves aussi du système, pris par un système de taxation et de parasitage de l'État, d'une caste dirigeante qui vit sur les travailleurs, si tu veux. Quel que soit le niveau, on est tous l'esclave de quelqu'un. Si Bah non, on n'est pas l'esclave de quelqu'un, tu peux refuser, alors c'est très dur, parce que ça te fait peut-être baisser au niveau social, tu vas perdre quelques avantages, parce que le truc de maintenir des esclaves, c'est de les maintenir avec le jeu vidéo, le cinéma du samedi soir, la télé. La télé, c'est intéressant, mais on peut baisser nos coûts tu vois, de consommation d'une façon très importante. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir des trucs qui ne servent à rien. Tu vois, vouloir l'habiller à la mode tous les mois. D'accord. C'est bien pour s'insérer dans un groupe, regarde, ça peut avoir des valeurs, mais les marchands l'utilisent aussi pour te créer des envies et pour te créer des désirs. Le mec ne pouvant pas réussir dans sa vie à être libre, sa seule liberté, en fin de compte, c'est de se donner la possibilité d'accéder aux nouveaux t-shirts, aux nouvelles Nike Air. C'est triste. Donc les mecs l'utilisent. Déjà commencer à regarder ce que ces gens-là qui seraient dans une espèce de misère, ce qu'ils dépensent, où est-ce qu'ils mettent l'énergie, donc l'argent. As-tu vraiment besoin d'une Nike Air, du dernier iPhone? Du dernier iPhone, oui ou non. Par exemple, moi j'ai besoin d'une 4x4 Hilux, nouvelle, bonne, parce que je fais des voyages en Europe. J'ai pas envie de tomber, mais ça c'est parce que c'est mon boulot, j'ai ma famille à Berlin, le monde, Dieu a fait que j'étais obligé de faire ça, je la prends pas. C'est pas un caprice. Par caprice, c'est-à-dire, je ne veux pas la grosse berline parce que mon voisin a la même. Tu comprends? Il faut s'extraire de ce domaine-là. Donc partisan du minimum. Moi, je suis Fred Delavier, Cheikh Delavier. À l'arrière, je n'ai besoin de rien. Je prends aujourd'hui, oui. Je prends le minimum, tu vois, parce qu'en fin de compte, je m'extrais progressivement de cette société de consommation. J'essaye de mettre des habits qui me plaisent, c'est ta marque, non, que t'as sur toi? Non, pas là. Non, j'ai pas. T'as souvent un t-shirt avec Delavier là? Ouais, j'ai souvent des t-shirts avec Delavier. Non, je prends ça parce que c'est agréable à porter. Ça me va bien au teint, en tout cas, dans la programmation génétique des individus, on va dire que ça passe un peu. J'ai un teint légèrement jaune, le marron fait qu'il paraît un peu moins jaune par rapport. Donc je parais en meilleure santé, je me sens en meilleure santé, donc me sentant en meilleure santé, j'ai l'impression d'aller bien. Ayant l'impression d'aller bien, je vais mieux. D'accord, donc minimalisme, déjà.
Pas minimaliste, parce que tu peux par exemple l'essentialisme prendre du plaisir à bâtir, tu vois, bâtir des grands trucs, et bâtir pour montrer aux autres, pour créer un beau truc pour les autres, tu vois. Donc oui, donc plutôt trouver ce pourquoi on est fait. Ce pourquoi on est fait. Et plutôt que de se disperser dans... Ne faites surtout pas quelque chose que vous ne voulez pas faire. Ne subissez pas, en fin de compte, la soumission si vous n'aimez pas ça. Il y a des gens qui aiment bien s'insérer dans un cadre hiérarchique, quand ce cadre hiérarchique n'est pas un cadre, si tu veux, la hiérarchie est importante. Mais quand la soumission bête ne rentre pas dedans, si tu veux, un chef, j'obéis parce qu'il est dans son domaine, il est meilleur que moi, il va pouvoir m'aider. Moi, peut-être que je suis meilleur que lui pour, par exemple, produire et lui pour réfléchir à ce que je vais produire. Il est chef, on a souvent les bons cerveaux sont plus, on va dire les cerveaux performants dans la création et dans la, on va dire, dans la réflexion pour la programmation du futur sont plus rares que les bons bras, si tu veux. Tu vois. Ça ne veut pas dire qu'un bon bras est un type binable. Ouais. Il veut dire qu'on a besoin de bons bras. Donc c'est. Mais les cerveaux sont là pour guider des chefs, les bras. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'en France, on nous dit souvent que le travail intellectuel est meilleur que le travail manuel. C'est pas vrai ça. C'est une connerie. Non, c'est le système de caste qui a fait qu'en France, en fin de compte, il y a une dichotomie entre le corps et l'esprit. Ouais. Tu vois, donc il y a la caste à la base de l'aristocratie, qu'on a arrêté d'être guerrière, c'est une caste de gestion qui n'était pas la terre et qui en fin de compte gérait des productions agricoles en fin de compte, et des terres et les paysans qui étaient dessus qui appartenaient à la terre. C'était le servage. Tu vois, donc c'est l'héritage qu'on a de tout ça qui fait qu'aujourd'hui il y aura encore des castes sans vraiment appeler ça des castes. Il y a des castes de gestionnaires en France, la bourgeoisie, ils se reproduisent entre eux. Il y a quand même des rentrées, il y a beaucoup d'étrangers aussi maintenant. Les rallyes, on les voit, les balles aristocratiques, tu vois, ça existe encore. J'ai été invité dans une soirée aristo une fois, je ne sais pas comment ça a pu être possible, je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Les époux Pinson ont fait une très bonne analyse de ce milieu-là, qui est pas. Alors à la base, l'aristocratie n'était pas un milieu. Les gens avaient un certain devoir par l'éducation. Ils savaient qu'ils étaient la tête et les autres étaient le corps, mais qu'ils étaient respectueux à la base du corps. Mais bien sûr, après ça a dégénéré, on a vu comment ça a terminé. Des mecs tout blancs avec des poireaux là, tout noirs, des perruques. On n'était pas loin de la décapitation, ça se sentait, il y avait une dégénérescence des gars, parce qu'à force d'être déconnecté de l'outil de production, on finit par plus avoir conscience, en fin de compte, des souffrances de l'outil de production qu'on appelle les hommes. Je comprends. C'est ça, ce qu'on retrouve un peu maintenant. Mais si tu veux, il y a des systèmes qui ne sont pas basés sur les systèmes de caste, comme ça, comme la Germanie, on va dire l'Allemagne, où ce sont des méritocraties. Ouais. Tu vois, il y a des outils de production, il y a une noblesse qui n'a rien à voir, qui est plutôt une noblesse de protection et de gestion, mais qui est dépendante des corporations avec les grosses familles et les outils de production. Mais dans ces outils de production, on peut y rentrer par le sexe. Tu vois. Si un mec est bon, un ingénieur est bon, même s'il n'est pas riche, même les gens de petit tailleur, il monte, il rentre, et si le patron de l'outil de production qui a une fille n'a pas d'héritier mâle, il va prendre un des travailleurs qui est extrêmement bon pour le faire fructifier. Il a la bonne génétique, c'est le sang, par le sang, il va donner sa fille. D'accord. En Allemagne. En Allemagne. Mais parce que c'est des structures qui se sont construites sur des systèmes d'héritage différents. Si tu veux, tout ça dépend en fin de compte du système d'héritage, parce que pour des sociétés humaines, on va dire industrialisées, ou même agricoles et grosses, le plus important pour faire vivre les hommes, éviter les troubles sociaux, c'est de conserver, c'est tout énergétique, il n'y a rien de, faut pas croire, l'émotion, les émotions tu les mets de côté, elles sont utiles. Elles sont utiles sur l'individu. Sur l'individu, mais pragmatiquement, si tu réfléchis, bon... Au niveau système. Le système, tout est énergétique. Bien sûr. En Allemagne, si tu veux, l'outil de production, d'abord, c'était pas centralisé, c'était néerlandais, donc il n'y a pas de caste. L'outil de production, l'héritage, il est donné au fils aîné. Et l'outil de production, c'est ce qui nourrit le peuple, c'est ce qui bâtit le pays. Donc, si le fils aîné hérite d'un outil de production, il ne va pas être fractionné à l'héritage avec les cadets.
Le gros problème dans les sociétés industrialisées, c'est les cadets. Parce que si un cadet est lésé, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire chier l'autre pour aller. Troubles sociaux, Ouais. guerre civile, rébellion. Donc, comment on les utilise, les cadets? Tu vois, là, c'est très simple. Ils ont trouvé la méritocratie. C'est-à-dire que le cadet est formé et part sur les routes de la Germanie vendre ses compétences dans les outils de production qui produisent de l'énergie pour nourrir le peuple germanique. Et dans ces outils de production, si le cadet est performant, il va monter socialement jusqu'à pouvoir finir par épouser la fille d'un directeur d'outils de production qui n'aura pas de descendants. Donc on se retrouve avec la légende du petit tailleur, des frères Grimm. Alors qu'en France, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, c'est une princesse qui rencontre une bête qui est en vérité un prince, ou une princesse qui rencontre un crapaud, et ce crapaud en vérité est un noble qui a été transformé par un méchant. Et c'est d'où le sang, c'est la caste. Ouais, encore aujourd'hui, même avec des maîtres Gims qui réussissent, ou des gens, aujourd'hui il y a plein de gens qui réussissent dans la musique notamment, à sortir d'un endroit où ils étaient et à gravir grâce aux médias. Ces gens-là peuvent bousculer justement l'aristocratie en place, non? Ouais, bon, il y a bourgeoisie, oui, il y a des sports. Ah oui, mais il y a des systèmes qui fonctionnent un peu comme ça. Par exemple, le système juif. On va dire, le système juif, c'est un peuple qui se reproduit entre eux. Un petit peuple en énergie. Sauf qu'on dit, ça s'hérite par la femme. Oui, c'est vrai. La religion se transmet par la femme. Et voilà. Et si le garçon ne va pas, j'en connaissais un, j'ai discuté avec, il n'est pas attiré par Sarah, Judith, ça fait chier, il les trouve un peu grasse du cul, tout ça, pas son style, il n'aime pas ce style-là. Le papa, il n'est pas content, il veut le déshériter. Oui, ça dépend des familles juives. C'est une caricature. Ouais, c'est une caricature, mais c'est fréquent, ça marche encore. Oui, c'est sûr. On dirait que le premier mariage, Sarah, il divorce, les enfants sont faits, et puis il va avec, je sais pas moi, Marie ou une nordique, la blonde, elle est blonde, elle est belle, elle est mannequin. C'est la vérité sous jour. C'est ça. Sauf que dans ces structures de société, c'est très intéressant d'étudier ces micro-sociétés. Ils sont très puissantes énergétiquement, et pas nombreux. Ça se transmet par la femme, la judéité, mais si un non-juif épouse une juive, il est plus juif qu'un juif. Il va être plus juif qu'un juif. Pourquoi? Parce que tous les papas et les mamans de tous les pays, que tu sois juif ou pas, veulent un individu énergétique. Donc, c'est toujours des individus énergétiques qui sont acceptés dans les familles juives. Donc tu augmentes la puissance énergétique du groupe. Une sorte d'immigration positive. Positive tout le temps. Voilà. Ce qui fait qu'il y a une accumulation énergétique au sein de cette structure. C'est la fille Darty qui épouse le fils Sarkozy. Puissance de relation, relation, donc accumulation énergétique. C'est de l'amour. Elle l'a trouvé mignon, il est beau garçon, il est sûrement très gentil. Et elle, elle a Darty, elle a une puissance qui est importante. Donc on associe l'énergie pour mieux se reproduire. Sauf que le problème, c'est qu'on arrive dans des structures qui accumulent beaucoup trop d'énergie quand à côté, il n'y en a pas. Et par la loi d'homéostasie, ça fait des bulles énergétiques qui, quand il y a une crise calorique, que pas à cause des juifs, est à côté, j'explique juste des relations énergétiques, bien sûr. Fait que le juif n'est pas prêteur, puisqu'il est communautaire. Il ne détruit pas, il ne vole pas. Travailler avec les juifs, ce ne sont pas des escrocs, c'est des mecs qui sont très corrects, on rentre dans la musique facilement. Mais il accumule, ils s'enrichissent. Et en cas de crise économique, je sais pas, une récolte de blé qui ne va pas, un approvisionnement qui n'a pas marché, la hausse du prix du blé, je sais pas, la baisse du marque, qu'est-ce qui se passe? La loi d'homéostasie fait qu'on va rechercher l'énergie à celui qui en a et qui en a une minorité qui ne veut pas le défendre. D'accord. Donc répartition énergétique, et ça se fait dans le sang et les larmes. C'est toujours des relations énergétiques. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais... Donc non, c'est intéressant parce qu'il y a... Il n'y a ni méchant ni gentil, il y a échange énergétique. Échange énergétique. Donc pour l'individu qui... Il prendre conscience de ça, dire oulala putain j'ai trop. Bon, ou j'ai pas assez, je descends dans les rues avec un gilet jaune. Ouais. Ou alors la personne qui a pas assez et qui se plaint de sa situation peut commencer à créer des échanges à son niveau, à dire je vais rentrer en communication. Et par les réseaux sociaux, ça se fait. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, c'est les réseaux sociaux qui permettent à un peuple qui est lésé énergétiquement de se battre pour récupérer de l'énergie qui est accumulée par une autre communauté qu'on a trop.
cette communauté étant, en fin de compte, la caste des fonctionnaires des politiques qui a récupéré trop d'énergie au peuple des travailleurs. Tout problème dans une société humaine est à la base un problème énergétique, de répartition énergétique. On a souvent l'impression que c'est un combat entre salariés et chefs d'entreprise, alors que c'est un combat entre travailleurs et politiques. Et politiques. C'est ça. Et le chef d'entreprise est pris dans... C'est pour ça que moi je suis profondément pour les chefs d'entreprise, est pris dans un étau, puisque étant taxé à mort, il est obligé de réduire les coûts en baissant les coûts des travailleurs et en l'exploitant. Pour garantir le travail. Pour garantir le travail. Il n'est pas méchant. Mais non, bien sûr. Ceux qui n'ont pas compris, c'est les politiques qui se gaffent trop. On a une horde de parasites qui prend trop, et pour garder le pouvoir, et qui empêche les gens de monter socialement aussi à cause des taxes. En plus, la France est un pays de caste qui n'a pas traditionnellement la culture, en fin de compte, de la méritocratie. On hérite d'une société de père en fils, on ne fait pas rentrer du sang neuf dans la société. On se marie dans la caste. La caste des riches. De moins en moins quand même, j'ai l'impression qu'on peut progresser, ceux qui vont faire des grandes écoles. Oui, non, mais c'est une arnaque parce qu'ils font les grandes écoles, mais quand ils sortent, ils n'ont pas les postes. D'accord. Bon, moi, comme je suis chef d'entreprise, du coup. Mais toi, tu fais ton chemin parce que tu as trouvé un milieu qui était libre, en fin de compte, qui n'avait pas de concurrence. Il y en avait un peu, mais on va dire, tu es rentré dans les premiers. On va dire, quand l'espace est vide, c'est bien. Attends-toi à ce que les mecs, que la casse de néant rentre dedans, ils vont te bloquer direct. Ah bah oui, c'est comme ça. Bien sûr. C'est des relations énergétiques. Donc on se retrouve, grâce aux réseaux sociaux, quand même, avec la possibilité de certains de gueuler. On parle des gilets jaunes, de toute façon, l'État, c'est pas l'État qui taxe, c'est pas les politiques qui prennent, qui tuent c'est les parasites, c'est un mauvais exemple, c'est eux qui maintiennent ce système de merde pour leurs énormes avantages. Mais ce sont les taxes utilisées pour donner le goutte à goutte aux millions, en fin de compte, de sans-dents, tu vois, de pauvres en bas, à coup de RSA, à coup d'aide au logement, pour empêcher les troubles sociaux, parce que ces mecs savent qu'ils ne monteront pas socialement. La France est le pays de l'Union européenne où la progression sociale, d'une génération à l'autre, est la plus basse. Quasiment impossible. Alors, faut savoir. Donc, ils nourrissent, ces mecs-là nourrissent à coup d'aide sociale les pauvres, des HLM, des aides au logement, des RSA. Les mecs, en fin de compte, c'est le goutte à goutte, pour éviter les troubles sociaux quand, en fin de compte, ils ne pourront plus bouffer. Donc finalement, le début de la... C'est eux qui coûtent le plus cher, mais eux sont victimes. Bien sûr. C'est ceux qui sont en haut, qui sont des cochons parasites. Et le début de la liberté faut pas leur en vouloir, pourrait être de commencer à refuser l'aide aussi, pour dire je vais essayer de trouver ailleurs l'énergie pour m'en sortir. Oui, je bosse, je m'associe. Je m'associe, Je m'associe. J'ai les réseaux sociaux qui me permettent de court-circuiter, en fin de compte, on va dire tous ces trusts, tous ces groupes, on va dire, mis en place, tous ces castes qui bloquent, tu vois, pour créer mes propres structures productrices, tu vois, grâce aux réseaux sociaux. Le réseau social, c'est-à-dire, c'est une invention qui a permis, en fin de compte, c'était pas fait pour ça à la base, à la base, c'était permettre à des entreprises de communiquer entre elles et de faire du profit. Tu vois, maintenant, c'est devenu, en fin de compte, un moyen pour, on va dire, les esclaves, le peuple, de prendre conscience qu'ils sont enchaînés. Et la première chose avant de se libérer, c'est de prendre conscience que tu es enchaîné. C'est ça qui est compliqué pour les gens, c'est de prendre conscience déjà de toutes ces choses-là, de comment le monde fonctionne et que la vérité, tout ce qu'ils ont cru vrai toujours dans leur vie, et ce qui mène leur socle de valeur n'est pas forcément le système, voilà. Ouais. Casser l'illusion. Casser l'illusion. Oui, c'est ça. Parce que sortir de la matrice, en fait. Sortir de la matrice, c'est Matrix, voilà. Tu sors de la matrice. Je vais le voir vendredi au cinéma. Je suis un esclave. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu me merde, je refuse. Ouais. C'est facile de refuser. C'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais ingénieur. Je me suis dit, j'ai un statut haut dans la société, tout le monde me dit que c'est génial. Donc j'avais les valeurs de le socle, j'ai réussi ma vie. Je bosse comme un malade. Ouais, et puis c'est Fight Club. C'est le film de ma génération, pour le coup. Et se rendre compte qu'on est dans un bureau toute la journée, et peut-être pour les 50 prochaines années de sa vie, puisqu'on meurt de plus en plus vieux et on travaille de plus en plus tard. Et là, on remet en considération la notion du bonheur, la notion de ses besoins énergétiques. On est un petit peu plus normal, justement, et puis on sort du truc. C'est vrai qu'on sort. Le Fight Club, c'est
J'avais le dernier bol, j'avais la table machin, le truc Ouais, de Ikea. Ah, il me manque le tableau machin, Yin et Yang. Non. Ah, moi j'ai viré plein, T'as pas chez moi besoin il n'y a de pas grand chose. T'as pas besoin de ça. Plein de trucs, ouais. Et voilà. Je suis là, la possession, bon. Alors, au milieu de tout ça, comment tu... Il y a quelqu'un qui vient te voir qui dit ok, bon j'ai compris, je suis un esclave, ce peuple va mal, la vie va mal. Ah non, mais moi je suis pas un coach Non, mais comment on appelle ça un coach de vie. Un coach de vie. Life coach. Oui, ça s'appelle un coach de développement personnel. Ou un gourou, si on veut le mot. Moi je suis pas un gourou. Non, je sais. Moi, j'ai un... moi je te dis, ce que tu es maintenant, tu es libre, à toi d'agir. La question que j'ai maintenant, c'est, alors tu peux répondre aussi pour ton cas personnel peut-être, c'est qu'est-ce que le bonheur du coup? Comment est-ce qu'on peut être bonheur au présent quoi? Il y a un moment où on se dit ok je vais agir, je vais me libérer de mes chaînes, mais il faut aussi être heureux quand même, parce que si on se dit je vais être heureux quand je serai libre... Ah, le bonheur il est dans le combat et la libération, c'est dans l'action, c'est vivre. C'est vivre pour se libérer, c'est agir. Donc c'est le chemin, c'est le chemin, c'est et pas le la but. prise de conscience. Voilà, quand le mec il se donne un but et arrivé au but il s'aperçoit que le but, en fin de compte... C'est un alibi pour repartir, moi je dis. Voilà, c'était le chemin, c'est-à-dire, car c'est sur le chemin que tu vis la relation à l'autre, que tu peux aimer et être aimé. Aimer le monde et aimer les autres. Donc en fait c'est assez contre-intuitif, mais le fait de se rendre compte qu'on est en prison, qu'on est enchaîné, est déjà un premier pas vers le bonheur. Vers le bonheur. Peut-être le plus important. Oui, le plus important. Je me bats pour me libérer. Qu'est-ce qu'on était bien dans ce combat. Ouais. Tu vois? Ouais, je comprends. C'est une belle vision des choses, et puis je pense que ça peut rassurer beaucoup de gens, parce que finalement c'est vrai qu'on voit les gilets jaunes, alors les vrais gilets jaunes, je parle pas des casseurs ou tout ce que font les médias, mais ceux qui font les barbecues comme tu disais sur les ronds-points, finalement ils sont heureux à ce moment-là. Ben oui, ils sont heureux. Ils se lèvent à 8h du mat le samedi, ils n'ont pas que ça à foutre, mais ils sont heureux. On est dans le combat. Qu'est-ce que c'est beau que le combat? Le combat pour vivre, pour la liberté. On chasse ensemble les mecs. Et par combat, il n'y a pas que taper les uns sur les autres, c'est aussi réfléchir à sa liberté, réfléchir à des sa projets. Liberté, réfléchir, être sur les barricades. Pour la liberté, tu vois, la liberté du peuple, tu vois, c'est ne pas opprimer les hommes et ne pas être opprimé. C'est très dur parce que ne pas être opprimé, ok, mais tout le monde a tendance à vouloir après avoir ses petits avantages. Oui. Non, et là c'est encore plus fort. Comment on peut basculer Non, la plus grande des libertés, le plus grand des bonheurs, c'est de se regarder dans la glace et de dire je suis un homme libre. Parce que je fais ce que je veux. Ah bah oui, c'est mieux que toutes les parures. Les Rolex, tous les costumes, toutes les voitures. Je suis un homme libre. Les gens se mettent souvent des objectifs très hauts en se disant quand je serai heureux, c'est parce que je serai libre, parce que j'aurai atteint tous ces objectifs. Alors que finalement, c'est juste. Non, c'est le chemin. Ouais. Et les gens qui sont en fin de compte, qui sont en train de chuter, c'est les gens qui veulent monter pour montrer aux autres qu'ils sont forts, qu'ils sont libres, qu'ils sont riches. Qu'ils sont des chefs d'entreprise. Ceux qui sont en je suis un entrepreneur. Oui, non, c'est pas ça, mon gars. La liberté, c'est de te regarder dans la glace et dire je suis un homme libre. Je ne soumets pas les autres et je ne me fais pas soumettre. C'est intéressant cette notion. Tu m'apportes 1 milliard pour faire quelque chose de mauvais, je ne le ferai pas. Et c'est peut-être encore plus douloureux de car mon exemple, d'être soumis. Voilà, ah oui, car de mon exemple, naîtra la libération du monde. Comme je dis tout le temps, si le monde est corrompu, si le monde est pourri, et si toi, tu es un homme droit et juste, le monde est sauvé, car il est sauvé en toi. Oui, je comprends. Et tu es un exemple pour les autres, et c'est par toi, l'exemple que tu as, que tu feras naître des milliers, même des millions d'hommes libres. Parce que quand 10 te verront, ils enseigneront à 10, qui enseigneront à 10, qui enseigneront à 10. Surtout avec Internet aujourd'hui, on peut encore plus... Nous sommes tous des exemples. Nous sommes tous des Jésus en puissance, des Mohamed en puissance. Des Messies. Mais Messie, c'est des messagers en fait. Voilà, nous sommes des messagers de Dieu. Nous sommes l'âme de Dieu en nous. Quand tu auras compris ça, tu feras plus chier les autres. non, mais c'est ça. Ouais. Et je ne soumets pas. Je ne vole pas. Tu vois. Super. Donc, c'est pas pour ça que je vais me laisser tondre. Oui. Je fuis quand le combat n'apporte rien. Je me bats quand le combat est obligatoire pour ma liberté, la liberté de mon peuple, et j'élimine quand il n'y a aucune autre possibilité. Ok, la loi de la jungle en fait. Oui, mais en ayant conscience que la personne que tu vas éliminer est en fin de compte une âme de Dieu qui s'est perdue et qui ne sait pas qu'elle est l'âme de Dieu. D'accord. Ou du monde. Qui n'a pas pris conscience de tout ça. Et c'est toi-même.
Ok, très intéressant. Alors, si vous connaissez pas Frédéric Delavier, allez sur sa chaîne YouTube. En tout cas, vous verrez que c'est toujours des petites vidéos qui durent une demi-heure avec des schémas mentaux un peu complexes à comprendre. C'est pas si complexe que ça. Ben, il y a le message d'ensemble, mais quand on prend un bout, c'est compliqué. Oui. Mais il y a toujours un Oui, message mais tu d'ensemble. l'écoutes comme ça, et puis après, dans ton lit, tu dis ah merde, je viens de comprendre. Voilà, c'est ça. Voilà. Ben, même moi, en t'écoutant, là, et je fais ah ok, d'accord. Voilà. Il faut suivre le raisonnement. Voilà, sur faut suivre le du raisonnement, bonhomme. tout énergétique. Ouais. Tu vois. Dernière question, si tu avais, en dehors de tes livres, un livre ou un auteur à conseiller aux personnes qui nous regardent pour cet aspect liberté, pour cet aspect qui me fait grandir. Ah ouais, Ça me moi, fait moi, grandir. moi, ça me parle parce que ça me correspond un peu à ma mentalité. J'ai retrouvé un petit frère. Moi, j'adore Tolstoï. Ouais, je connais pas du tout. Moi, j'adore l'âme russe. C'est l'introspection. C'est l'homme, le russe, dans tous ses excès, Mhm. qui analyse pourquoi, merde, c'est ridicule. Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois? C'est la grandeur et la bassesse de l'homme. Et c'est surtout un travail sur le pardon. Tolstoï. C'est pardonne à l'autre. Je connais pas du tout. Pardonne à l'autre. Ouais. Et L'âme russe, c'est un livre ou c'est Non, c'était tu c'est- t'exprimais. voilà. C'est Tolstoï. Un nom de livre un titre de livre. Oh bah moi, le plus connu c'est Guerre et Paix. Le plus connu. Moi j'aime bien Guerre et Paix. Ah oui, c'est Lui il n'aimait pas trop, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup Guerre et Paix parce qu'on y voit beaucoup de schémas schémas psychologiques. Il y a des individus, beaucoup de comportements stupides et beaucoup de grandeur aussi. Et il y a toute cette analyse et cette compréhension. Et puis c'est sans parti pris, c'est la réalité telle qu'elle est. Et il décrit, Il décrit comme la- quand toi tu dessines. Oui, comme- lui, voilà, il décrit, quoi. Il décrit, tu vois, et surtout avec ce que pensent les gens. Ça va être un peu dur du coup à lire. Non, c'est très facile. Il y a, comment dire, Tolstoï, c'est pas le style. Non, dur émotionnellement. Non, Tolstoï, c'est dur émotionnellement. Quand tu lis La mort d'Ivan Ilitch, c'est ce qui va t'arriver. Ouais. C'est le mec qui est en train de mourir et qui s'aperçoit que toute cette quête de cette petite bourgeoisie russe, je veux le meuble comme machin, je veux le truc, devant la mort, c'est plus rien. Ouais, et que c'est ce que l'essentiel- disait Steve Jobs. Et que l'essentiel n'est pas là. C'est ce que disait L'essentiel, Steve Jobs sur son livre. C'est quand son petit garçon, qu'il avait un peu. Il a eu besoin de s'en occuper, vient à côté de lui, il sent cette petite main, il caresse, il est en train de mourir, cette petite tête blonde. Mhm. Tu vois. Mais ce qu'il laisse en partant. Oui, Ok. tu vois. Et ne pas en vouloir aux hommes pour ce qu'ils sont, tu vois, pour le mal qu'ils font. Éliminer les mauvais, Mhm. essayer de guérir les malades, même mentaux, mais n'en vouloir à personne. C'est le monde qui fait ce que tu es. Et lui, il est énorme là-dedans. Ouais, Tolstoï. À Tolstoï, pour moi, c'est le meilleur de ce côté-là. D'accord. Ben, j'ai pas lu, donc il faudra que je. Guerre et Paix, je note. C'est un peu long, c'est un peu C'est long. long, ouais, c'est Tu long. peux c'est l'écouter, tu peux l'écouter. long. Ah, ça existe en audio. Oh, ouais, en audio, c'est bien. intéressant, ça. C'est bien. Ok. T'as lui qui est bien. Bon, autrement, en France, il y en a un que j'aime bien, c'est Proust. Alors, il paraît-il dur à lire parce qu'il fait des phrases longues, moi je l'écoute. Franchement, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un regard pragmatique sur le fonctionnement des individus et le système de caste français. D'accord. C'est-à-dire ok. qu'il est ni méchant ni gentil, il décrit crûment la réalité de la France. D'accord. Ok, donc Et ce qui Tolstoï passe l'humain. Et les individus tels qu'ils sont, Ok. leur grandeur, leur médiocrité. Pareil. Mais sans Un méchanceté. livre de Proust ou l'œuvre en général. Mot l'œuvre en général. Ouais, ça fait bouger. La lecture. Ça fait la lecture, mais Ouais. c'est dur à lire. Mais si tu veux comprendre la France, tu fais Proust. Parce que la France de Proust n'a pas changé, c'est la même. D'accord. Bon, il y a juste un apport de culture berbère, tu vois, à la rigueur, Mhm. une immigration importante qui a Ouais. changé un peu la mentalité du peuple de France, puisqu'ils se sont intégrés à la France. Mais on retrouve la même structure sociale Oui, ça change pas en 10 ans. de caste et de besoin de ressembler la bourgeoisie à l'aristocratie. Alors maintenant, c'est les pauvres à la bourgeoisie et la moyenne bourgeoisie à la haute bourgeoisie. Tu vois, c'est Mhm. j'ai le maillot, comment ça s'appelle le mec qui fait du golf, là, c'est quoi Ralph Lauren. Ralph Lauren, Ouais. pour montrer que j'appartiens. Je m'achète une berline, un truc minable, tu vois, t'es là, mais, mec, Ouais, ouais. vas-y, calme-toi, t'es un homme comme tout le monde. Et puis des fois, il est héritier. mais il Au a bout rien du fait. chemin, il y a le cimetière. Ouais. La mort nous rendra tous égaux. Alors pour le moment, vis et aime tes frères humains, sans les soumettre.
Ok, ben, on va s'arrêter sur cette jolie phrase. Aime tes frères humains sans les soumettre. Je crois que c'est la plus belle leçon de cette interview. Puis en plus, il ressort que pour être libre, il faut échanger et ni dominer ni soumettre, mais être Voilà, égaux et gagnant-gagnant. En fait. Voilà, On dit aux adversaires. s'extraire de la hiérarchie. D'ailleurs, comme je dis tout le monde, toujours, c'est, j'avais mis, je suis Je te laisse. l'esclave de Dieu, Mhm. ce qui m'extrait de la hiérarchie des hommes. Ah oui, d'accord, je Et comprends. c'est pour ça que je suis libre. Mais l'esclave de Dieu, c'est l'esclave de ma conscience. Oui, c'est ça. Je n'écoute que ma conscience ou le monde. Oui, parce que quand tu dis Dieu, tu parles pas d'un monsieur barbu dans les nuages. Non. Tu parles vraiment de. C'est pour les gens qui Non, regardent. c'est Dieu est important. bien plus grand qu'un monsieur barbu dans les nuages. Oui, c'est l'équilibre du monde, C'est c'est l'équilibre du l'énergie. monde. Dieu, c'est le Big Bang à l'origine. Voilà, c'est c'est l'énergie. scientifique, Dieu, c'est le monde. Oui, c'est ça. Dieu, c'est le monde et sa conscience. C'est un peu tout. C'est un peu le dieu des hindous en fait, qui était avec des mouvements énergétiques, Shiva, qui C'est naissait. c'est le Dieu de tout le monde en vérité, on le sait, mais c'est. Oui, c'est ça, chacun met ce qu'il C'est veut. écrit d'une façon un peu cachée dans les monothéismes Oui. classiques. C'est des allégories après. Voilà, juifs, Enfin, des- chrétiens et musulmans. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric pour cette interview, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous êtes intéressé par tout l'aspect vision du monde de Frédéric, ce livre-là, L'éveil des consciences, que vous pouvez vous procurer partout. Après, tous les ouvrages de musculation, ça c'est autre chose du coup, hein, mais Ouais. tout ce qui est bodybuilding sportif, si vous vous intéressez aussi à comment fonctionne votre corps humain, vous avez des dizaines de livres, vous tapez Frédéric Delavier sur Amazon, vous aurez tous ces bouquins. Pour la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo. Donc il y a plus de 960 vidéos au jour où on fait cette Ah oui, cette interview. 960. J'ai regardé ça tout à l'heure, un peu plus. Il y en a d'autres qui arrivent là. Donc bientôt, J'en ai tourné une hier, sympa, il y a Gundil avec moi. T'en fais 3-4 par semaine, hein, je dirais. Non, mais là actuellement, je fais pas mal de vidéos. J'en ai fait une de philo à Montpellier la semaine dernière avec un gars qui a une très bonne chaîne de philo. Ouais. J'en ai fait là 3 un peu politiques. Je touche à tout. Ouais, j'ai vu Mais- sur le référendum. Voilà. J'en ai fait une autre hier. Hein. On parlait aussi de sport avec Gundil, c'est mon collègue du salon du body fitness. Bah oui, je fais aussi. Ouais, forcément. C'est mon milieu. Je fais aussi des machines de musculation puisque Ouais. Chez La Roque. non, c'est de la mécanique et adapté à la biomécanique. Ouais. Donc c'est mon truc. Je suis aussi ingénieur. Moi, je suis un homme de la Renaissance, on va dire. Mm. Léonard de Vinci de la musculation. La musculation est une façon de comprendre son corps, quoi. Tu vois, c'est intéressant. Bien sûr. Ma formation, ma passion quand j'étais petit, c'était la paléontologie, moi. Où j'excellais au départ, c'est paléontologie, recherche, je fais des découvertes. Avec le peu que j'arrivais à tirer des conclusions qui s'avéraient justes et prouvées par les mecs après. Parce que j'ai une connaissance du corps humain, Ouais. une connaissance du fonctionnement du corps humain, de la biomécanique, de la biologie quand même. Tu vois. On le voit dans tes vidéos, des fois tu dis la science a trouvé quelque chose que j'avais dit dans. Ouais, je m'amuse à le remettre. tu Ouais. vois. Il y a Dombricourt qui avait repris ma théorie, qui n'était pas une théorie, ça pourrait être que comme ça, puisque c'est de la logique physique sur le partage-étage entre hommes et femmes, qui était dû à la bipédie et au fait que les femmes en savane ne pouvaient pas s'éloigner des arbres avec des bébés dans les bras. Donc, c'est les femmes Qui restaient, restaient près des arbres avec les bébés prêts à monter en cas de prédateur et qui échangeaient la nourriture aux hommes, et les hommes échangent la nourriture contre des attentions de l'épouillage et du sexe. Donc c'est la naissance de la courtisane ou de la pute, si tu veux, mais en vérité c'est pour la survie de l'humanité, pour la survie de nos petits. J'échange ce que j'ai, Ouais. ma fertilité, le sexe, la jouissance, on est programmé, tu vois, l'homme, il attend sa jouissance, il vient se calmer entre les cuisses de la femme. Après, être allé dans le dur monde, chercher l'énergie, pour Et lui chasser. et pour les femmes. Mm. C'est des échanges. La Très femme bien. ne pouvant pas le faire avec le bébé dans les bras. Lambricourt reprend mon truc en oubliant de me citer. C'est pas grave. L'important, c'est que le message passe. Ok, bah écoutez, si ça vous intéresse, si vous aimez ce genre de discours, de théorie, d'analyse, je sais pas, mettez le mot que vous voulez derrière. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et merci. Ok, salut. Merci, salut à tous.